4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau, cette fois avec mes confrères pour les analyses et les commentaires de l'actualité socio-politique de notre pays. Nous reviendrons bien sûr sur les comptes de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les comptes qui ont été rendus publics la semaine dernière révèlent de graves anomalies. Plus de 600 millions de trous restent à combler. Toute l'opinion crie au scandale. Le confrère Courrier de la République ce matin présente les comptes comme l'expression de la délinquance et du gangstérisme économique. Ces comptes rappellent tristement ceux de la CAN 2013. On va y revenir. On parlera aussi politique avec les manifestations de l'opposition qui ne faiblissent toujours pas. Que du monde à chaque appel des leaders de l'opposition. Le dialogue annoncé par le pouvoir de Faure Gnassingbé peine lui aussi à voir le jour. À quoi joue-t-on au juste, a pesté un internaute ce matin, visiblement fatigué et lassé par le même discours et surtout le lot de morts qu'on enregistre presque chaque jour. Ce matin, un manifestant grièvement blessé samedi dans l'accident de leur véhicule au niveau d'Adéui a succombé à ses blessures. Par ailleurs, le retour a été difficile pour certains manifestants samedi en fin d'après-midi au niveau du bar 3K et à Atikoumé. Des faits et gestes qui pourraient compliquer les prochaines discussions. C'est une interrogation. On posera la question à mes confrères en studio. Taxi Presse. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce lundi. Le confrère Liberté titre sur la forte mobilisation pour la marche de samedi. L'opposition salue la détermination des Togolais. L'article a découvert à la page 6. Et puis la préparation trop intelligente du dialogue. La soldatesque du pouvoir violente les manifestants et les leaders de l'opposition. Le confrère revient sur le sujet. Vous lirez l'article à la page 3. Déficit de 600 millions de francs CFA dans les comptes de la CAN 2017. Faure Gnassingbé sollicité pour situer les responsabilités, note ce matin notre confrère. Le journal qui évoque aussi la crise dans l'éducation. Les enseignants annoncent 4 jours de grève à partir de demain. C'est dans le journal, le quotidien Liberté, bien entendu. Il y a aussi le journal Nouvelle Opinion qui évoque la révolution électrique de Faure Gnassingbé au Togo après Akpare, Kpalimé, Asukoko, Awagome, à l'honneur, et notre confrère. Le journal qui évoque aussi la visite du chantier Notchen Tongu. Le ministre Ninsao Nyonfam note une satisfaction de l'état d'avancement des travaux à 70%. Les détails sont à lire dans le journal. Et l'opposition dans les rues. La majorité s'apprête pour la conquête du terrain. Le mouvement des femmes unir lancé samedi dernier à Kpalimé. Le journal évoque donc le sujet. Et un petit peu aussi par rapport donc à la classe politique qui serait à la croisée des chemins. Que peut-on espérer du dialogue en vue? L'interrogation à lire dans le journal Nouvelle Opinion. Il y a Courrier de la République aussi dans les kiosques. Gestion de la crise au Togo. La tête et le fauteuil de Faure Gnassingbé s'entend, mise à prix par les siens. L'autre pôle de décision pour assurer la perte du président. C'est ce que note le confrère Courrier de la République. Vous lirez l'article à la page 3. Spécial Gilles Christ Olympio. Retrait et clash. Les conséquences. Le confrère évoque le sujet. Sokode, la vidéo qui choque, le chef spirituel et son fils Nasser dans un crasseux rôle. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le bitumage de l'axe Notchen-Tongu, frontière Bénin. Une responsabilité assumée, un défi relevé, une confiance méritée. Et les comptes de la CAN Gabon 2017, 600 millions se volatilisent.
expression de la délinquance et du gangstérisme économique. L'article est découvert dans le journal Courrier de la République. Il y a le journal Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques. Forte mobilisation de résistance pour les réformes. Paniquer, le pouvoir a recours donc aux violences et aux milices. C'est ce que le confrère a noté ce matin. Bien que Fort autorise 14 médecins militaires pour l'agrégation CAMES 2018, risque d'étouffement de l'élite intellectuelle de l'armée dans l'œuf. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, il y a aussi ce sujet de chefferie et le problème foncier à Agoudja, à Badja, un réseau de gangs en complicité avec les autorités locales menacent la paix civile. Plusieurs blessés et des mutilés, note le journal Le Correcteur. Et puis le dernier journal avec nous ce matin, c'est Togo Matin, lancement du projet CISO, générateur de lumière et d'emploi, écrit le confrère Togo Matin. Il y a aussi le développement, la question du développement évoquée par notre confrère. PDC+, fin du projet, zoom sur des réalisations dans les savanes et la Kara. Politique avec le retour à la Constitution de 1992, la question autrement abordée par le PPI, le tout nouveau parti. L'article est à lire dans le journal Togo Matin. Vous avez compris, dans les kiosques ce matin, vous avez le journal Nouvelle Opinion et le quotidien Liberté, Courrier de la République, le Correcteur, Togo Matin. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net. Retour en studio avec mes confrères ce matin en studio, Thierry Fanoukoué, le patron de gapola.net. Bonjour Thierry. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Et au passage, je me suis rendu compte que vous êtes devenu saint. Je me demandais si vous étiez passé par Rome ou Israël. Non, il n'y a pas à ce niveau qu'on devient saint. Bonjour Eloma Tissobé. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Vous allez bien? Ça va. Vous avez du mal à parler dans le micro. Ça va? Son micro, ça marche? D'accord. Bonjour Michel. Sadia. Bonjour Eric. Bonjour à tous nos amis. Très bien. On sera tout à l'heure rejoint en studio par Jacques Diakouti. Mais d'abord qu'on commence par cette information que vous avez balancée la semaine dernière, Thierry, mais qui, il ne sait pas si c'est passé inaperçu, mais c'est vrai, au début, beaucoup en parlaient, mais après, j'ai plus d'autres nouvelles. C'est vrai que la résidence du chef de l'État a défalé, a pris feu? Oui, c'est l'information que nous avons eue et nous l'avons traitée sur gapola.net. Ça s'est passé, je crois, il y a tout juste une semaine. Vous savez que le chef de l'État a des résidences pratiquement dans toutes les préfectures ou les préfectures les plus importantes. Comme quoi, il a une résidence à Palimé, au niveau de Blita également, et celle de Duffelgo pour ne que citer celle-ci. Alors, il s'est fait que au niveau du nord, il y a déjà l'harmattan qui a commencé. Donc, la maison a pris feu selon les informations que nous avons recueillies ici et là, suite à des feux de brousse. Et on a sollicité les services des sapeurs-pompiers qui sont au niveau de l'aéroport international de Niamtougou. Et c'est eux qui se sont dépêchés sur le lieu pour essayer de maîtriser les feux. Sauf que beaucoup de meubles sont partis dans les feux. Mais l'incendie a été quand même maîtrisé. Je crois que c'est l'information que nous avons relevée. Et ce que nous déplorons, c'est que vu que c'est un palais du chef de l'État, et on s'est posé la question de savoir pourquoi la maison n'a pas été dotée de parafeu, pour permettre d'éviter tous ces risques-là, puisque vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a quelques jours, le chef de l'État était dans la région, et c'est dans cette
dans ce palais qu'il a résidé. Donc, vous imaginez un tout petit peu si jamais le numéro 1 des Togolais était dans la demeure et que l'incendie se déclenchait. Vous imaginez la suite. Donc, voilà ce que nous avons relayé. Donc, il y a de cela une semaine sur Gapula.net. C'est quand même extraordinaire que, même si c'est un palais privé, que cela prenne feu comme cela. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant un petit peu? Est-ce que sur ce coup, la sécurité de notre président, est-ce qu'elle est garantie véritablement? Bon, moi je ne sais pas ceux qui ont fait les travaux précisément. Il revient à ceux qui ont fait les travaux de pouvoir dire dans quelles conditions est-ce que l'incendie s'est déroulé, de voir à peu près les mesures de sécurité mises en place pour pouvoir lutter contre les incendies déclarés. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est de présenter mes compassions acquis de droit. Et par rapport, parce que c'est pas une bonne nouvelle, quand même, c'est pas des choses dont il faut se réjouir. Donc, toutes mes compassions acquis de droit par rapport à cette nouvelle. Et beaucoup de courage surtout à lui, par ces moments qu'il est en train de traverser, c'est pas facile. De toutes les façons, on est en politique et il faut avoir le dos vraiment rond pour pouvoir supporter beaucoup de choses. Bien sûr. Michel, un commentaire sur le sujet? Bon, en tout cas, je ne maîtrise pas de tel genre, en tout cas, une telle information. J'avoue que c'est ici. Ah oui? Moi, j'apprends ça. Je ne suis pas au courant d'un quelconque incendie de la résidence du chef de l'État. D'accord. Mais tout compte fait, je pense que la sécurité du chef de l'État doit être préservée partout. Et donc, ces résidents, je pense que ce n'est pas n'importe qui garde ces résidences. C'est des gens commis pour ça. Si ce n'est pas ça garde la garde présidentielle, ça doit être quand même des gens quand même qui ont une notion dans ce domaine-là. Et bon, c'est bizarre que une situation pareille arrive. Bon, c'est pourquoi je fais seulement attention en parlant de ces gens, parce que on se connaît dans ce pays. Il suffit qu'il y ait une fumée à côté, peut-être dans une cuisine, où que les gens vont parler d'incendie. Non, je crois. Il y a des vidéos. Oui, je crois que la résidence est dotée de 4 bâtiments. Tout est parti pratiquement en feu. Donc, bon, dans tous les cas, si c'est une information, elle est passée inaperçue. Ce n'est pas bon, mais dans tous les cas, je pense que il revient à ceux qui veillent à la sécurité du chef de l'État, parce que comme lui-même, comment l'appelle-t-on, Thierry le disait, à supposer qu'il était là-bas. Et donc, je pense qu'on doit faire attention. Ce n'est pas pour le chef de l'État seul. En tout cas, les mesures de sécurité doivent être les mêmes partout. Mais pour ce qui concerne le chef de l'État, je pense qu'on doit quand même faire attention pour éviter ce genre de situation qui n'honore pas notre pays. Bien sûr, ça c'est entre parenthèses, on va aller à l'essentiel. Ce matin, nous avons prévu revenir sur les comptes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. La semaine dernière, les auditeurs ont présenté les comptes à la presse et la conclusion révèle quand même qu'il y a un trou de 600 millions de francs CFA, ce qui n'est pas trop loin de ce qu'on a déjà vécu en décembre dernier. 4 ans après la Coupe d'Afrique des Nations 2013, les comptes ont été présentés par les mêmes auditeurs et on nous a servi presque la même chose. En ce moment, on évoquait un trou de 628 millions de francs CFA. On a fait mieux, Elom. Non, mais moi, ça me fait rire, en tout cas. De toutes les façons, personnellement, j'étais à la conférence de presse parce qu'on a fait le même exercice en décembre 2016. Suite à la publication par la presse du rapport, avant que le ministère des Sports ou le gouvernement ait été obligé, finalement, de mettre sur la place publique ce rapport de la CAN 2013. Et on nous a dit toutes les choses possibles. On va mettre les gens en tôle, on va traquer des gens, la justice fera son travail, on va faire mieux à la prochaine édition. Et personnellement, j'ai tenu à suivre cet exercice-là de cette prochaine édition qui est, de cette édition qui est la CAN 2017 au Gabon. Et je vous assure qu'il n'y a pas eu
mieux que ce qui s'est passé en 2013. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que, bon, il y a eu des traces. Bon, moi, je salue d'abord, je félicite le cabinet IC qui a fait son travail de façon professionnelle. Je pense que le cabinet a été chargé de pouvoir auditer les comptes, ce qui a été fait. Maintenant, pour situer les responsabilités, je pense que c'est le travail d'un autre ressort en ce qui concerne les pièces et tout ça. Donc, le cabinet a fourni les pièces et tout ce qu'il y a comme procédure, les tableaux. Maintenant, tout le monde se reconnaît à travers les tableaux que j'ai eu à gérer ici. J'ai eu à gérer ça. Bon, maintenant, sur le déroulé même de l'exercice, où le président de la Fédération togolaise de football a dit publiquement qu'il ne se reprochait absolument rien, à part la gestion des frais de transport de l'équipe nationale, et par la société RADA, bien sûr, qui appartiendrait à un membre du bureau exécutif de la Fédération. Et je pense quand même que c'est quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce rapport de la CAN 2017, où des gens ont eu la tête lourde, les pieds lourds pour pouvoir sortir. À la limite, ils étaient estomaqués, énervés, et de répondre aux questions, parce qu'on a posé la question de savoir, mais j'ai un journaliste qui a posé la question au ministre des Sports pour dire, monsieur le ministre, tout ça pour ça? Il a dit oui, tout ça pour ça, et il a commencé à répondre de façon nerveuse. Donc on a compris en même temps qu'il y avait des questions embarrassantes, et il a dit aussi dans la salle que oui, que on a fait mieux, c'est la première fois dans l'histoire du football qu'après une CAN on rencontre, après quelques mois de compétition, comme si c'était la nouvelle. Et moi, je pense que le bon sens on n'a pas applaudi pour le bon sens. Un peu comme si quand on nous disait de faire un banc pour le commandant du Fokker 28 de la présidence de la République, qui a eu à prendre beaucoup de millions, je pense une trentaine de millions, mais qui a rendu compte jusqu'au centime près. Il restait juste 266 francs CFA dont il n'a pas rendu compte. 266 francs dont il n'a pas fourni les pièces justificatives. Et donc, l'auditeur a dit aussi que ça aussi, c'est parce qu'il y a eu quelques calculs qui ne sont pas bien tombés. Sinon, que le gars a rendu compte de ces millions, de ces 30 ou 40 millions, jusqu'à 266 francs CFA de différence. Et donc, l'auditeur a demandé qu'on puisse vraiment faire un bon pour le pilote, là, le commandant de ce Fokker 28 du président de la République. Mais moi, j'ai dit, on n'applaudit pas le bon sens. Oui. On peut l'encourager. Oui, mais le bon sens, c'est de l'argent public. Quand on vous mandate de gérer l'argent public, vous faites les comptes et puis tout le monde est tranquille parce que c'est de l'argent de tout le monde. Maintenant, pour les anomalies constatées, des gens ont dit, le ministre a dit la dernière fois que oui, il y a eu des choses qui se sont produites, etc. Mais moi, je suis estomaqué de constater que c'est le gouvernement qui vient présenter un rapport d'une compétition de l'équipe nationale de football à la presse sans qu'on ne dise au finish que les gens seront traqués. Et dès qu'on dit qu'il y a 600 millions de pertes, les gens, tout le monde était là, les gens ont appris. Mais personne, le ministre même ne dit pas que des dispositions seront prises. Un peu comme il a dit en 2016. Oui, hein. Vous voulez qu'il répète la même chose qu'à la fin, il n'y a rien qui suive? Bon, mais au moins qu'il le dise. C'est pas parce que c'est lui-même qui est impliqué maintenant qu'il ne doit pas le dire. Moi qu'il le dise parce qu'il est impliqué dans la gestion de ces fonds. Oui, c'est lui qui chapeautait la commission de supervision. Oui, effectivement. Et donc, les informations qui courent les rues, c'est des informations compromettantes. C'est-à-dire que vous avez eu, à un moment donné, un superviseur, un rôle qui devait revenir au Premier ministre, parce que en 2013, c'est le Premier ministre qui avait géré. En 2016, on a appris que Classou ne voulait pas de ce poste-là, de président du comité de supervision, pour des problèmes que vous connaissez. Donc, le ministre a dit, bon, moi je prends. Bon, maintenant vous prenez, assumez vos responsabilités. Et bon, moi je suis quand même, je restais sur ma soif par rapport à ce trou de 600 millions. Et je pense quand même qu'il va falloir approfondir ce débat. Et j'apprends que les organisations de la société civile s'apprêtent à porter plainte au niveau du tribunal. Je souhaite que tous les Togolais soient derrière cette plainte-là pour qu'au finish, on voit qui gère mal l'argent de l'État. Michel Tchadia, encore une fois, on est là pour revenir sur presque les mêmes problèmes. Ce matin, le confrère Courrier de la République évoque, il parle de gangstérisme finalement. Est-ce que ce n'est pas ça, c'est le vrai mot aujourd'hui? Non, il a utilisé les mots justes. C'est les mots qu'il faut face à la situation. Délinquance et gangstérisme économique. Oui, il a utilisé des mots que moi, personnellement, qui m'intéressent. Vous savez, en 2010, nous étions allés pour jouer. On n'a pas pu jouer en Angola. Nous avons perdu des vies humaines. Nous avons pleuré. On continue par pleurer parce qu'on a perdu des êtres chers. On est venu, nous n'avons pas joué, mais on a dépensé. Notre argent est parti. Il semble que ça finit. En 2013,
à l'époque, on a promis que bon, on fera tout pour que à l'avenir, on soit puisse meilleur. prévenir ces genres de choses. En 2013, on a voulu ne même pas faire le rapport. On n'a même pas voulu faire. C'est la presse qui a commencé à distiller dans l'opinion les informations après le rapport qu'on a caché, je ne sais pas dans quel tiroir. Et ils étaient obligés de faire semblant de présenter. Ce n'est pas la façon dont ils ont fait l'année passée. Ce n'est pas une moi je le dis, je suis responsable de ça. Ce n'est pas une présentation d'un rapport. Ce qu'ils ont fait l'année passée, c'est qu'ils étaient acculés et ils ont fait. On était aussi à la veille d'une compétition. Ouais, ils ont fait du cinéma, comme quoi, bonne chose. Ce n'est pas. Et ce qui est très grave, l'année passée, et vous ne l'avez pas relevé, c'est qu'après leur soi-disant rapport là, on nous dit que l'État togolais doit. C'est-à-dire, malgré tout ce que les gens ont fait comme vraiment malversation, on dit que l'État togolais, oui. C'est-à-dire nous tous nous devons encore à ces criminels économiques là. Vous comprenez? Oui. C'est ça vraiment, c'est incohérent. Et la dernière fois, c'était le commun. 600 millions, ce n'est pas 60 000. Hein. Ce n'est pas 60 millions. On dit 600 millions, plus d'un demi-milliard. Que certains se sont sucrés. Ça fait 3 terrains synthétiques. Hein. Et qu'on nous dise, plus que ça. Quand j'ai écouté le ministre des Sports qui dit... Un terrain synthétique, c'est... Vous avez 15 millions, vous avez un terrain synthétique. Voilà. Qu'on nous dit... Un très bon. Le ministre des Sports qui dit, non, c'est des choses qu'on va corriger à l'avenir. Non. C'est pourquoi moi, mais il faut corriger je suis à très... l'avenir, on est d'accord. Il faut corriger à l'avenir. Non. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, on ne peut pas dire simplement au Togolais qu'on va corriger à l'avenir. Il faut arrêter les gens. Mais certains doivent être quelque part. Ça dit que c'est... Ça dit que moi, je dis, la dernière fois, j'ai dit sur une radio, j'ai dit que moi, j'ai le mot de tête quand je parle de cette affaire. Parce que la misère dans laquelle les Togolais sont, le trésor décaisse de l'argent pour vraiment s'occuper de l'équipe nationale, et que certains se permettent de se comporter comme ça. Comment voulez-vous, vous voyez des élèves, actuellement les enseignants sont en grève. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens pour demander tout, pour satisfaire leurs désir. On a des hôpitaux qui sont... On a des écoles... Il y a les infirmiers qui bouillonnent aussi. Qui bouillonnent. Les élèves qui fréquentent sous des paillotes. Et que d'autres Togolais se permettent comme ça. Et qu'on nous dise que on va corriger ça la prochaine fois. Non. Ça dit que je n'en reviens pas. Moi, je suis président dans ce ministre, le soir, il est démis de son poste. C'est pas possible. Parce que, vous voyez, demain, ce qui est grave, demain, je ne sais pas quel langage le gouvernement va servir aux Togolais pour leur demander de contribuer si jamais... Mais le langage qu'on a tenu en décembre dernier... C'est aujourd'hui... Mais c'est honteux comme ça. C'est honteux. Au moins, si on arrêtait des gens, au moins les gens vont trouver que mais, notre argent a été frauduleusement dépensé et au moins certains vont rendre compte. Mais on est là comme ça. Le chef de l'État ne dit rien, le Premier ministre ne dit rien. Mais comment voulez-vous que demain, qu'on demande, normalement il doit y avoir des groupes de pression. Désormais, parce que l'équipe nationale ne ruine pas les Togolais. Parce que les éperviers, à la lourde vont les choses, ruinent les Togolais. C'est inadmissible. On nous ruine. Ils sont allés, ils nous ont ramené quoi? Bon, rien du tout. Rien du tout. Et eux, avec le staff de FTF, ils ont eu ce qu'ils ont. Et le Togo perd. Et ils ont même plus dépensé que l'équipe championne. Et le Cameroun. On ne peut pas s'occuper des gens comme ça, et faire de n'importe quoi comme ça, et que les autres Togolais sont là comme ça. Ils souffrent. Moi, je dis que s'il doit y avoir des groupes de pression, désormais, c'est de se lever. Alors, et refuser. Parce que l'équipe nationale ne doit pas devenir une charge pour les Togolais. Ça, moi, je refuse cela. Parce que ma maman au village, en achetant le pain, contribue à cette équipe-là. Alors, elle n'a rien dans cette affaire. C'est quoi ça? Alors, aujourd'hui, pour certains Togolais, c'est en réalité l'expression même de la gouvernance économique, peut-être politique. Ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et ils ont en 2013, pour le compte 2013, l'année dernière, 2016, oui. des gens, on a fait le compte, on a dit que des gens doivent de l'argent à l'État, aux contribuables. 628 millions de francs CFA. On ne les a pas cherchés pour pouvoir les trouver. On repart, on revient, on fait encore les comptes. 600 millions de francs CFA. Est-ce qu'au sommet de l'État, des gens n'ont pas refusé
de faire avancer les choses en réalité. Oui, c'est malheureusement le cas. Et ce qui vient de se passer était prévisible parce que Elom disait tantôt que le Premier ministre avait refusé de chapeauter cette commission-là et le ministre des Sports s'est précipité parce que, à ce que je sache, il n'y a pas eu d'arrêté ou de décret qui l'a nommé pour piloter ce volet-là de la participation des éperviers à cette compétition. Et cette situation-là, finalement, agace tout le monde. Et vous l'avez dit, en 2013, c'était pareil. Et malheureusement, ces personnes-là qui étaient indexées ne sont pas inquiétées. On retrouve encore certaines personnes de cette mauvaise gestion en 2013 dans la même équipe qui a géré les fonds pendant la compétition de cette année. Donc, vous voyez que c'est déplorable et regrettable, mais ceci doit interpeller le chef de l'État puisque à un niveau donné, il était impliqué dans cette participation des éperviers. Mais lui-même a contribué. Oui, c'est ce que je dis. Et vous avez effleuré tantôt que les organisations de la société civile s'organisent pour déposer plainte contre X. Et il est temps que le chef de l'État puisse entamer véritablement une politique de lutte contre la corruption. Le pays est saigné. Et c'est au profit d'une minorité. Et puisque ces personnes-là ne sont pas inquiétées, ne sont pas sévies, ils continuent ces malversations-là. En même temps, excusez-moi, mais est-ce qu'il faut s'offusquer de 600 millions qui ont disparu? Oui. Dans ce pays, on a vu pire, non? Il n'y a pas eu de réaction. Oui, dans ce pays. On a toujours évoqué depuis plusieurs années maintenant dans le ce cas pays, de la route Lomé-Vaughan, enfin les 26 milliards de francs CFA. Oui, on n'a rien dit à personne. Au contraire, nous a dit que, bon, voilà, il injecte de nouveau de l'argent. Et Eric, je crois qu'il faut commencer quelque part parce que notre trésorerie souffre beaucoup et parce que nous avons même des difficultés pour alimenter le trésor public. Je crois la semaine dernière, vous évoquez ce sujet ici, puisque l'État a des soucis pour payer ses créanciers. Si ces 600 et quelques millions ne sont pas dilapidés de la sorte, je crois que ça pourrait contribuer à payer ces créanciers-là. Oui, vous savez, je souhaiterais qu'on comprenne tout le temps pour faire ce débat. Parce que, non, sincèrement, parce que là, ça devient sérieux. Et on parle de la politique, oui, bon, on est dans la politique politicienne tous les jours. Les gens prennent des avions, sont dans des trucs tout le temps. Mais ce débat-là, je ne connais pas une seule personne qui pourrait défendre le contraire de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Au Bénin à côté, Patrice Talon a pris des mesures en ce qui concerne des gens qui sont aujourd'hui en tôle. Que vous prenez au niveau de l'ANAC, vous prenez le ministère des Transports, le ministre des Transports et des Travaux publics, vous prenez 16 agents de douane qui ont fait de faux diplômes, qui sont aujourd'hui arrêtés. Et la dernière fois, on a même viré des directeurs des écoles publiques pour avoir détourné des sacs de riz. Je suis sérieux là. Bon, là ça c'est le Bénin. Maintenant, revenons au Togo. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la route Lomé-Vaughan-Enfoin, où on met 26 milliards. On passe l'éponge dessus, on injecte de nouveau de l'argent. Et là, moi, je suis quand même... Je ne comprends pas comment ça fonctionne, en fait. Et on apprend que la dernière fois, je vous donne une information, il y a tout juste 2 jours, jeudi, vendredi, l'État a injecté 70 milliards pour régler la dette intérieure. On a convoqué les entreprises, les opérateurs privés, pour leur dire tout ce que l'État vous doit, essayer de faire le point de vos factures. L'État injecte 70 milliards pour régler la dette intérieure. Ça explique en fait le collectif budgétaire. Oui. Et donc, ça a au moins un objectif, parce que les législatives arrivent, on sait comment ça se passe. Mais je ne sais pas comment l'État arrive, pendant qu'on est en crise, à sortir de l'argent comme ça. Les gens volent, les gens pillent, et les gens sont là, tranquilles. Et... Non, ce qui est intéressant, vous avez dit, les gens volent, les gens pillent, et l'État a toujours l'argent.
Oui. Puisqu'il injecte 70 milliards. Oui, mais non. Où est-ce qu'on a pris cet argent-là? Oui, mais c'est ça que je disais. Et puis on a dit qu'on est en crise. C'est-à-dire que l'État même reconnaît que nous sommes en crise politique et que l'économie ne tourne pas. Mais subitement, on sort de l'argent un peu partout. Peut-être qu'on a encore, bon, vous savez, récemment, le FMI a encore augmenté, a fait des prêts, etc. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on a trouvé des rallonges de ce côté-là. Mais sur le cas soulevé par Michel Tchada, par exemple, qui a vraiment mal, comme moi, comme Thierry, comme tout le monde, comme tous les Togolais, mais ce qu'on est venu nous présenter la dernière fois là, on dirait que les gens n'ont pas honte. C'est-à-dire que moi je le dis parce que le débat même, ça n'a pas lieu d'être. Mais on nous dit que depuis juin, les comptes étaient prêts. Et que les gens ne voulaient pas que ça soit publié parce qu'ils n'ont pas de justificatif. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, la pression venue de quelque part, on dit publier les comptes. Et on était obligé de s'asseoir honteusement, les mettre sur la table, regarder le tableau, projeter les choses. Et j'ai dit que c'était comme si tout allait bien, quoi. Ça dit que vous croyez que tout allait bien. Mais c'est scandaleux. Mais comment est-ce qu'on peut rester dans un pays avec de telles choses sans que les gens ne soient inquiétés? On vous dit par exemple qu'on est allé à Sali, que c'est le sélectionnaire qui a géré les frais d'hôtel directement. Il y a une facture de 75 millions de l'ostéopathe. Personne ne sait comment elle est arrivée. C'est Claude Leroy qui a géré. Vous prenez l'hôtel, c'est Claude Leroy. Vous prenez le stage de Maroc, c'est Claude Leroy. Mais finalement, on est où là? Mais qui a emmené Claude Leroy? Oui, au niveau de la fédération, on s'en défend. On dit, écoutez, on ne connaît même pas le contrat qu'il est lié avec l'État togolais, y compris l'ostéopathe. On ne sait pas combien il est payé, le contrat qu'il est lié. Et il y a une facture de 75 millions. Au niveau de la fédération, on s'en lave complètement les mains. Mais vous prenez le ministre qui dit la dernière fois qu'aucune société, il a bien dit que personne n'a cotisé, que c'est l'État qui a sorti 3 milliards du trésor. Mais Togocel et Simtogo qui ont cotisé là, dont on ne retrouve pas l'argent. C'est moi qui ai donné l'argent. Mais Togocel et Simtogo, c'est pas l'argent du contribuable. Simtogo, moi c'est privé. Togocel, c'est une société d'État. Mais écoutez, les gens nous disent quoi là? Togocel et Simtogo ont versé de l'argent dans cette affaire qu'on ne retrouve pas. Il faut que les gens le disent. Un peu comme en 2013. On n'a pas retrouvé l'argent de Togocel et de Simtogo. Mais ça aussi, ça fait partie des 600 millions. Hein. Ça fait partie des 600 millions. Togocel et Simtogo. Moi, je défie quiconque n'a qu'à prouver le contraire. Les sous de Togocel et de Simtogo, on ne les retrouve pas dans les comptes. Un peu comme en 2013, où le rapport mentionne que Simtogo et Togocel, on ne retrouve pas les sous qu'ils ont donnés. Mais vous voulez que les gens disent quoi finalement? Et puis cette histoire de mission là, en fait, les missions qu'on envoie pour préparer la CAN. Il y a des gens qui ont... On comprend finalement depuis 2010... C'est là-bas même le jus. Oui, mais du business, depuis 2010. Mais la dernière fois, moi j'écoutais, les gens ne veulent pas citer le directeur national des sports qui participe depuis 2010 à des missions dans ce pays pour préparer la CAN. Et Salo Kofi là, 2010, 2013... directeur des sports. Oui, mais... Vous voulez qu'il fasse quoi? Quelqu'un qui a participé à des scandales. Eric, à des scandales, un rapport de mission. Écoutez, en 2010, c'est Salo Kofi qui a préparé la mission de Cabinda. Oui. On a tiré sur le bus des éperviers. On doit tirer des conséquences. En 2013, on a fait des choses. En 2017, on a envoyé des gens à la CAN. Ils sont venus. Et une personne n'a pas signé le rapport, en l'occurrence Pawi, qui a dit Pawinam Batema qui a dit que ce rapport-là, moi j'ai ce rapport, le rapport de mission, de préparation de la mission de la CAN. Il a dit, je ne signe pas. Mais des gens ont signé. Ils ont dit que non, c'est bon, que non, le Togo n'a qu'à aller jouer. Mais vous voulez que les gens... Non, on est vraiment dépassé. Michel Tchada. Vous êtes dépassé. Vous savez, le président de la fédération dit que il n'en est pour rien. Il est blanc comme neige. Oui, qui n'a rien géré. Le ministre des Sports dit que lui ne se reproche rien. Finalement, qui est... Oui, ça là. Quelqu'un disait ici que ce débat n'a pas, en tout cas, ça dit qu'on aurait dû parler d'autre chose que de ça. Ce débat, oui, parce que, bon, on ne sait pas, les gens sérieux nous écoutent. Hein. Ça dit que, bon, qu'est-ce que nous on va fabriquer ici? On va dire quoi? Il a touché, et l'homme a touché un point important, le ministère des Sports. Il y a un monsieur là-bas qu'on appelle Salo Kofi. Non. Donc, non. Que ce n'est pas une fixation sur... Non. Il faut situer les responsables. Écoutez, il faut citer des noms. Il faut qu'à un moment donné, on cite des noms. L'auditeur n'a même pas eu le courage d'aller jusque-là. Oui, mais on doit situer les responsabilités. Eric, oui, nous sommes responsables. Ici ou ailleurs, on n'a qu'à nous appeler. Voilà.
Nous sommes, ce que nous disons, nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes responsables. Ce que je dis, je suis responsable, je suis prêt à faire face demain. Il faut Je dis ce monsieur, tant qu'il sera au ministère des Sports, je vous dis, vous n'aurez rien. Monsieur Saloukofi, c'est le Seigneur là-bas. Vous savez, la mission qui est allée pour louer les villas où devaient résider nos supporters pour aller quand on devait jouer. Oui. Mais quand il y a eu drame, quand les gens sont allés pour décommander, vous savez comment les surfacturations ont été faites par rapport à ces villas? À Kabinda? Non, côté là? Congo. Pointe-Noire. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont beaucoup dans leur cœur. S'ils disent des choses, notre vivre ensemble va être mis à mal. Les gens de Togolais ont des choses sur leur cœur. Ce qu'ils ont découvert, mais ma foi, mais c'est pas possible. Mais les choses continuent comme si de rien n'était. L'État n'est pas au courant de tout ça. Mais l'État est au courant. L'État est au courant. C'est une mission qui est allée pour décommander les villas comme nous avons, on n'a pas pu. Mais les prix que les gens là ont ramenés ici et ce que les Congolais ont dit, mais il n'y a aucune commune mesure. C'est comme la dernière fois, la dame Bito qui disait par rapport au transport. Par rapport au transport. Les Gabonais, les sociétés gabonaises louent le bus à 300 000. Oui, 300 000. Notre compatriote qui est là-bas, il y a une société, lui, loue ça à 500 et quelques mille. Mais et c'est l'organisation a préféré prendre pour notre compatriote. Quand vous voyez ça, dans un état sérieux, la télévision nationale est suivie un peu partout. Oui. On écoute derrière un ministre qui tient des propos comme ça. Et le lendemain, il est au gouvernement. Mais ça dit, les Togolais, actuellement, la communauté internationale nous regarde. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo? Quel genre de ministre nous avons? Oui. Non, ce n'est pas possible. Et ce qui me fait mal, moi, c'est que ça dit tout semble... c'est-à-dire, on fait comme si on nous disait, bon, taisez-vous, c'est comme ça doit aller. Non, c'est comme ça doit aller, c'est le normal. Personne ne peut dire ça. Mais si personne ne peut dire ça, mais qu'on réagisse. Voilà. Les gens doivent être derrière les barreaux. Ça, c'est de la responsabilité du chef de l'État? Oui, je vous assure. C'est de sa responsabilité. Aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas, il fait confiance à des gens. Nous avons des procureurs. Attends. Non, moi j'ai parlé du chef de l'État. Il peut avoir d'autres instances pour le faire aussi. Le procureur de la République. Oui, parce que, je dis le président, parce qu'il est le numéro 1. Il a confiance à des confiance à des gens. Pour les demander, pour les donner des tâches à accomplir. Et quand il se comporte comme ça, ça lui de tirer aussi les conclusions quelque part. Même si le procureur de la République, par exemple, devait intervenir dans ce dossier, mais le ministre des Sports ne doit pas être à sa place. On doit le dégager pour baliser la voie aux enquêtes. On doit le dégager. Comme on le fait ailleurs, ce n'est pas au Togo seul. Les deniers publics, compte tenu de la situation délicate dans laquelle les Togolais se trouvent, par rapport à leur porte-monnaie, et qu'on dise qu'on a décaissé l'argent, et que des gens se comportent comme si c'était... Je sais pas. Hein? Les gens partagent notre argent comme des cowboys. Et nous devons nous taire. Non. Pendant ce temps, des gens, il faut rappeler aussi que des gens, à leur domicile, ils paient des factures d'1 million par mois. Je suis sérieux dans ce que je dis. Et c'est les mêmes qui ont géré de l'argent de la canne. Mais écoutez, quand on utilise l'électricité, à la fin du mois, il faut payer. Bon, écoutez. Ils payent. Non, mais écoute, on sait combien on paye dans ce pays aux autorités. Écoutez, on ne va pas revenir sur les salaires. Mais les gens qui ont des piscines électriques à la maison, vous voulez quoi? Vous savez que des gens... Ah, ok, allez, vous allez voir ça chez eux. Vous allez voir ça chez eux, comment ça fonctionne. Vous avez des piscines où on change, en fait, l'eau, on veut de l'eau chaude, on veut de l'eau froide, etc. Ah, okay. Mais vous voyez un peu... Mais des gens, là, ils sont à combien par mois pour construire tout ça, pour avoir tout ça? Mais c'est des choses qui choquent. C'est-à-dire, on vous remet de l'argent public à gérer, le patron même de la République vous fait confiance, et depuis 2010, on est à 7 ans après, 2010, 2013, 2017, rien. Mais des gens sont allés à la BTC, ils ont géré des fonds. C'est depuis 2006 même, puisque avec le mondial, tout a commencé là-bas. Voilà, oui. Même avec le mondial. Ouais, la CAN de 98, même. C'est que les postes ont été. Voilà. Donc, regardez tout ça. On remet de l'argent pour aller payer des primes des EPR. Regardez, quand on décaisse l'argent même, le trésor sort de l'argent. Moi, je ne comprends pas. On sort 300 millions, par exemple, 250 millions, on remet dans une valise. Et ça aussi, c'est anormal. On se promène avec. On dit, bon, toi, va payer les éperviers parce qu'ils vont jouer tout ça. Mais quand les éperviers font match nul, ou
en fait perdent là, Perdre, oui. l'argent revient où? C'est-à-dire, est-ce que ça rentre? Ça doit retourner au trésor. Bon, quelle est la procédure? Est-ce que ça rentre véritablement? Il faut Parce demander le patron parce du trésor. qu'après la CAN 2013, on a payé des éperviers à l'hôtel Palm Beach là-bas. Il y avait des montants qui sont restés dans la valise que les gens ont gardé chez eux. Je suis sérieux parce que j'ai lu le rapport. C'est moi qui ai révélé. Je vais vous On a révélé apporter ensemble. un témoignage. Vous savez, dans ce pays, par rapport aux éperviers, les éperviers devaient voyager pour aller livrer un match amical. Le ministre des Sports d'alors demande aux finances de décaisser l'argent pour les billets d'avion. Ça faisait 36 millions. Mais au moment où le ministre des Finances de l'époque voulait signer, il dit, mais on n'a qu'à amener quand même les talons de... comment l'appelle-t-on là? Des billets. Des billets. Oui. Comme ça, dit non, que bon, comme c'est rapide, on doit aller très vite, bon, il n'a qu'à décaisser, après on va voir. Le ministre de l'économie de l'époque dit non. Il faut, je veux ça. Ça fait que même les éperviers ont quitté, ils ont eu un retard d'une journée. Et le ministre des Sports, ne sachant quoi faire, finalement, on a amené les talons de billets. Vous savez finalement combien ça fait 16 millions. Il voulait empocher 36 millions. 36 millions, ça fait 16 millions. Vous voyez à peu près comment les gens profitent du sport comme des vautours pour vraiment créer du bordel dans ce pays. Et que jusque-là, on ne les discipline. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on ne discipline pas les gens. Alors, il n'y a aucun pays au monde où on ne punit pas les gens et que ce pays évolue. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun pays comme ça. Il faut toujours punir. C'est ça qui fait que... Parce qu'on dit souvent, on brandit la tête de l'assassin pour décourager les éventuels candidats au meurtre. Vous comprenez? Donc, on punit quelqu'un, c'est pour dire aux autres que vous voyez, non, si demain vous vous comportez comme ça, voilà ce que vous attendez. Alors, mais si on est là, on évolue comme ça, tu as parlé des routes. Oui. Ou des routes les 26 milliards qui des se routes sont... qu'on devait faire pendant 24 mois. 24 mois. Ça fait 4 ans ou 5 ans là, que donc on ne finira pas les faire dans 10 ans. Et vous pensez, pour un pays qui veut aller vers l'émergence, c'est des manières comme ça qu'il faut vraiment, en tout cas, avoir pour aller à l'émergence. Alors, supposons que le chef de l'État, lui, ne réagisse pas véritablement, qu'il ne réagit pas par rapport à ce problème, qu'il ne sanctionne pas le ministre des Sports comme vous l'auriez souhaité, Michel. Mais il y a d'autres institutions dans la République qui peuvent s'en occuper facilement. Aujourd'hui, au niveau de la société civile, on semble s'organiser pour aller porter plainte. Que je ne connais pas. Que des organisations. Non, normalement, ça là, s'il y a marche, c'est des marches comme ça auxquelles moi je peux assister. S'il y a marche là, ça là, je peux aller marcher. Parce que les gens nous piétinent. Voilà. Ce n'est pas possible que des gens, et on les connaît. Moi, ce qui me fait mal, toute la gymnastique qu'ils ont faite la dernière fois, comment on appelle ça, à la direction des sports là, tous savent ce qu'ils faisaient, c'est de la comédie. Puisqu'ils savent. Ceux qui ont l'argent là, ceux qui ont gardé les retours comme ils se connaissent. Donc c'est à nous, mais on ne peut pas blaguer les Togolais jusqu'à leur premier responsable, notamment le chef de l'État, qui doit dire mais basta. Et vraiment prendre des dispositions idoines. Fogna Singbe, sur ce coup aussi, joue sa crédibilité, Thierry? Oui, malheureusement, c'est le cas parce que ces histoires de malgouvernance, de mauvaise gestion, ça s'accumule et cela n'arrange pas forcément son image. Et je crois que lui-même, il est de formation gestionnaire, il doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple en tapant du poing sur la table. Et cette histoire de la CAN, cette fois-ci, il était personnellement impliqué. Donc, on ne comprend pas. Et l'homme l'a dit tantôt, il a fallu que l'ordre vienne de quelque part avant que les gens ne se bousculent pour présenter l'audit, le rapport. Donc, vous comprenez qu'il y a trop de laisser-aller. C'est ça qui fait que les gens continuent dans cette voie-là en détournant les deniers publics, alors que ces sous-là... Il semble que c'est facile de repérer ceux qui ont empoché les 600 millions. Oui. On a eu les commissions, on connaît ceux qui font partie des commissions, ceux qui ont été sur le terrain. Comment on connaît ceux qui sont dans les commissions? Oui, mais quand tu dis qu'on ne connaît pas ceux Non, on connaît ceux qui sont dans les commissions, donc facilement on peut repérer ceux qui ont pris l'argent.
Oui, donc C'est ce que je veux dire, en fait. si le chef de l'État le veut, d'ici demain, on peut commencer par mettre la main sur ces personnes-là et vous allez voir que certainement, ils ont encore gardé les sous. Ils seront obligés de les restituer. Ah oui, parce que ça peut servir à équiper nos hôpitaux des scanners et autres. Ça peut servir, vous l'avez dit même tantôt. Financer le championnat. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un sérieux problème en vue. Hein. Voilà. L'argent à donner au club. Non seulement le championnat, il y a les terrains à construire. Ouais. On n'en a pas véritablement. Donc, si on veut permettre à ce pays de se développer véritablement, il faut mettre la main sur ces personnes-là. Vous avez évoqué également tantôt les matchs amicaux que nous jouons, nous organisons. Et je crois que parce que Claude Leroy estime être proche du chef de l'État, il se permet, pour l'organisation de ces matchs amicaux aussi, il y a trop d'arrangements parce que c'est lui qui va négocier ces choses-là. Et il y a de ce côté aussi des rétrocommissions. Il faut mettre fin à tout cela parce qu'il a la bénédiction du chef de l'État. Personne n'ose l'interpeller quand ça ne va pas. Et c'est l'équipe qui... Donc aujourd'hui, il faut interpeller le chef de l'État. Oui, il doit réagir. Il doit réagir parce que c'est nos ambassadeurs. C'est notre image qui est en jeu. Donc, on ne va pas à chaque fois, à chaque compétition. Je crois que nous jouons déjà les préliminaires pour les éliminatoires. Peut-être qu'on serait encore qualifié et ça va se répéter encore. Bon, alors, et finalement, et le juge, enfin le procureur, si vous voulez. Non, on va en venir. Alors, le chef de l'État... Je vais dire un mot avant Michel. C'est vrai que la justice... Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, doit s'auto-saisir de l'affaire. Parce que c'est vraiment... C'est trop récurrent, quoi. C'est récurrent. 2006, Wangen. On laisse tomber. 2010, Kabinda, on tire sur nous. Bon, tout le monde est sous le choc. On vient nous présenter des rapports. On a acheté ça, l'argent est fini. 2013, chacun a fait ce qu'il pouvait. Il y a un trou de 628 millions. Bon, basta, on tire on met les voiles. 2017, on est là. On nous présente un rapport atypique et on nous dit que l'essentiel c'est d'avoir fait le rapport dans les délais. Mais vous écoutez cette phrase-là, que l'essentiel c'est pour la première fois dans l'histoire du football que le ministère rend compte et quelques jours il y a des avancées. Les avancées sont où? Mais c'est comme si on se moquait de nous. Moi c'est ça qui m'a révolté. Je dis mais qu'est-ce qu'il nous dit là? On dit sur le fond du rapport il y a eu 600 millions dont on ne retrouve pas les traces. On nous dit qu'il y a des avancées. Quelles avancées? Où sont les avancées? Eric, dites-moi où sont les avancées? Non, c'est pas bon de répondre à la question. Oui, Ce que nous savons tous, c'est qu'il y a 600 millions qui ont disparu. Oui, 600 millions là, on nous dit qu'il y a des avancées. Où sont les avancées? On n'a qu'à nous dire où sont les avancées, on constate qu'il y a des avancées. Mais jusque-là, et puis le même ministre qui a dit ça, il ne nous a pas dit qu'il va traquer des gens comme en 2016. Hein. On était là dans la salle en décembre 2016 où il a dit que non, la justice fera son travail, les gens ne seront pas là comme ça, comme ci, comme ça. Mais lui-même, il se rend coupable d'une gestion dont il ne rend pas compte. Et il n'a même pas dit que, parce que moi j'aimerais qu'on puisse rappeler les circonstances dans lesquelles les gens ont été nommés. Parce que pour la CAN 2017, ce sont les arrêtés. En 2013, c'était des décrets présidentiels. Pourquoi le président n'a pas cette fois-ci pris un décret et que c'est un arrêté ministériel que des gens se sont précipités pour signer, pour qu'ils soient eux-mêmes. Oui, mais c'est des combines. Mais le président a pris un décret présidentiel en 2013. On dit aller à la CAN. En 2017, maintenant c'est le ministre des Sports. Écoutez, c'est le ministre des Sports. Les arrêtés sont là. Qui prend un arrêté ministériel pour nommer des gens et lui-même se nomme ministre, président du comité de supervision. Bon, maintenant, il faut qu'on rappelle les circonstances dans lesquelles les comités ont été mis en place. Qui a fait quoi? Parce qu'on a appris que des gens ont été supervisés et ordonnateurs des dépenses. Et c'est ça qui est grave. Avant de poursuivre, permettez-moi... on va finir un petit peu là-dessus. Oui, de féliciter le comité de mobilisation des fonds qui a fait son rapport dans les délais. Qui a dit, voilà, nous on est allé, je pense que c'était 1 milliard et poussière, c'est ce que nous avons pris et on a remis ça. Monsieur Meba, le président de la société, qu'il en soit remercié. Je remercie également Madame Bito, du cabinet IC, qui a fait un travail remarquable et qui a été courageuse. Parce que avant le rapport, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Elle a été courageuse dans la salle, j'étais pas là. Mais ce qu'on m'a rapporté, mais elle a dit des choses vraiment d'une manière, c'est-à-dire librement, elle a eu le courage de dire en présence des confrères. C'est vrai. Certaines choses que
dans un passé récent, On c'est ne qu'on va pas n'avait dire. pas le courage de le dire. Donc, Madame Bito, soyez-en remerciée. Ah, Oui, c'est vous qui distribuez les félicitations. Ça fait deux, hein. oui. Maintenant, ce qui s'est passé la Avec dernière carton fois, rouge. vous voyez ce que ça renvoie dans l'opinion. On nous dresse désormais contre les éperviers. Ah oui. Moi, l'amour oui, que j'ai oui. pour les éperviers est en train de s'effriter. Dans l'opinion actuellement, c'est que on crée un désamour Entre le envers public notre et les éperviers. équipe nationale. Parce que quand on dit épervier, c'est que le Togo a des problèmes. C'est ça. Il y a du vol organisé. Parce qu'on ne nous ramène rien. On nous dit, bon, ambassadeur, l'image du Togo. Mais dans cette affaire, mais ça gâte plutôt l'image du Togo. Et donc aujourd'hui, c'est que les éperviers, l'équipe nationale, la ferveur qui doit accompagner cette équipe nationale n'existe pas. Partout, je ne sais pas, l'homme le disait, celui qui rame à contre-courant par rapport à tout ce qui... J'ai écouté un confrère ce matin qui faisait partie du comité d'organisation qui a été très ferme. Ils n'ont jamais vu l'argent. Et que ça, là, ce qui s'est passé là, voilà. Donc, pour dire que normalement, il doit y avoir des grandes décisions avant, peut-être si jamais nous sommes qualifiés, avant que le Togo n'aille à la CAN prochaine. Sinon, dans ces conditions, mais il faut qu'il y ait des... Alors, il faut une mobilisation pour demander aux Togolais, mais s'il faut aller vraiment barrer au trésor pour qu'on en sorte, qu'on ne sorte pas un franc, il faut que les Togolais se mobilisent pour ça. Pour attirer l'attention des hautes autorités, mais on en a marre de notre équipe nationale. Mais elle nous donne quoi? Il n'y a aucun résultat au bout. Il n'y a aucun résultat. Que les gens, ceux qui profitent de ces... Parce qu'on le dit souvent, vous savez, le sport, c'est la mafia. Hein. Ceux qui profitent de ça là, qu'ils viennent nous dire ce que le Togo a gagné par rapport à cette campagne. Non. Mais c'est des individus qui sont mis plein les poches. Et bon, c'est comme ça. Et ils ont terni l'image du Togo. Parce que la dernière fois, si vous êtes quelque part, vous suivez la télévision nationale, un ministre qui dit non, ça on va corriger ça. ça rime à quoi? Et que le soir, ce ministre est au gouvernement? Non. Ça dit, je ne sais pas. Ailleurs, on nous dit, le ministre a été démis. Le roi Mohamed VI, il a jeté 2 ministres un midi, tout simplement parce qu'il a causé un retard dans l'exécution des travaux. Voilà. C'est comme ça. En Guinée, ça s'est fait. Et parce que l'argent au Bénin ici, au Bénin. Mais qu'est-ce que nous avons fait au Togo? Non. Mais écoutez, Eric, quand même. Pour finir rapidement, je pense qu'on va commencer à faire le débat et éviter de tourner autour du pot. Les Paradise Papers qui représentent des cas d'évasion fiscale, il y a des noms qui sont cités. Les Panama Papers, fraude fiscale, des noms sont cités. Je ne sais pas pourquoi au Togo, on fait des débats en essayant de contourner, on dit des gens. Nous, on va commencer à citer des noms. Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui que c'est parce qu'il n'y a pas des noms qui sont sur la place publique que des gens sont là, tranquillement, des gens se reconnaissent. Quand on cite les noms des gens, non, ils sont en train de... Oui, mais c'est des réalités, malheureusement. Nous sommes en train d'investiguer. Quand nous aurons les noms, nous on va faire notre travail de journaliste. Maintenant, les tribunaux sont là, on verra. Non, mais est-ce que j'ai été président du comité de supervision? Non, parce que nous sachions. Est-ce que je suis sélectionneur des payés? Non. Bon, est-ce que je suis le commandant du Fouquet 28? Non. Mais il y a des noms. Mais pour ces gens-là, il y a des noms, non? Ce n'est pas le président du comité de supervision, ne s'appelle pas président. Les semaines à venir, nous allons, même à partir de janvier, nous allons publier des choses. Ça veut dire qu'il faut que cette affaire-là, ceux qui ont fait le rapport, ils ne vont pas s'en sortir. Ceux qui ont préparé la mission, ceux qui ont préparé la CAN, le rapport de préparation de la CAN 2017 au Gabon, les 3 noms là, ceux qui ont participé à ça. Le rapport, je l'ai dit, moi j'ai ce rapport de mission. Qui sont de cette mission? Il y a Pawinam Batema, il y a Salo Kofi, il y a un membre du ministère des Finances et il y a un membre du ministère des Sports. Il y a un délégué, je pense qu'ils sont 4. Il y a un membre du bureau exécutif. Voilà. On parle du deuxième vice-président. Voilà. Donc à qui appartiendrait la société Radar, qui a subfacturé. Ah, c'est à lui. Je dis appartiendrait. Donc, bon, maintenant, parce que la dernière fois, curieusement, lui aussi ne s'est prononcé que pour dire ce qu'il s'est passé au niveau de la société de transport Radar. On a présenté tout. Et il y a eu des critiques par rapport à ça. Il est intervenu juste on a payé pour dire
que bon, là, au niveau de la société radar, il faut que je vous explique. Nous allons on va revenir. Et tout ça et tout ça. Bon, maintenant, la fête d'équipementier et autres, les costumes des éperviers. Parce qu'il semblerait que des gens ont géré ça aussi. On a payé des costumes que... Les supporters des éperviers, les 150 supporters, comment ils ont été sélectionnés, comment on les a habillés, parce qu'on sait aussi comment ça s'est passé. Mais tout ça, il va falloir voir clair, parce qu'on va commencer à citer des noms nommément pour que les gens ne commencent pas à nous dire non, on a fait des avancées, non, et tout ça. Moi, j'ai eu la chance de voir le costume. C'est horrible. La paire de chaussures aussi, ça date de l'époque du Mathusalem. Des costumes à qui des costumes qu'on a remis, mais qui, je ne sais pas, c'est qui a été le couturier. Les gens, ce n'est pas leur numéro. Ils ne peuvent même pas porter ça. C'est pour ça que je dis non, c'est. Ça dit que. Qui a géré ça? Qui a fait la commande? Qui a géré? Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis. Ça, ici, vous ne donnez pas les noms. Non, mais alors. Pour ça, moi, le dossier là, nous le suivrons. Non, attends, tu verras, jeudi, voilà sera là, tu verras. Tu sais. Monsieur. Bon. Merci beaucoup. Oui. Taxi Presse avec Thierry Afanokwe, l'administrateur du site Gapola.net, et l'homme le patron du journal La Nouvelle Tribune, et Michel Tchadia, le patron du journal Ouara, Les Vainqueurs Ouara, et La Nouvelle Tribune qui seront dans les kiosques jeudi prochain. Nous allons maintenant parler politique avec les manifestations de l'opposition qui ne faiblissent toujours pas, que du monde à l'appel des leaders de l'opposition. Le dialogue tel qu'annoncé par le pouvoir de Faure Gnassingbé peine lui à voir le jour. Il y a même un internaute qui a pesté ce matin, visiblement fatigué, un petit peu lassé aussi par le même discours et surtout le lot de morts qu'on enregistre presque chaque jour. Samedi dernier était un petit peu particulier puisque au retour de la manifestation, certains manifestants, sinon beaucoup, ont été empêchés d'emprunter certaines voies, notamment au niveau du bas 3K et de Atikoumé. Des gaz lacrymogènes ont été balancés parmi les manifestants. Est-ce que ce sont des gestes qui finalement ne vont pas compliquer les prochaines discussions, Thierry? Oui, c'est ce à quoi on risque d'assister, puisque aujourd'hui même sur RFI, le chef de file de l'opposition évoquait déjà le sujet. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement, après l'annonce des mesures d'apaisement qui continue d'ailleurs, puisque la semaine écoulée, on a libéré le secrétaire général du PNP et au même moment, on constate que les manifestants sont brutalisés. Ce qui s'est passé le samedi est déplorable, et même si au niveau des forces armées togolaises ou des forces de sécurité, on a des informations comme quoi certains militants ou certains manifestants seront tentés de marcher sur la présidence. Qui donne cette information? C'est les forces armées togolaises? C'est ce qu'on attend ici et là après ce qui s'est passé. Vous savez qu'au Togo, on pose des actes avant de trouver des justificatifs. C'est ce qui... Excusez-moi. C'est ce qui se passe souvent et on n'a pas compris, alors que depuis quelques jours il y a une dynamique où au niveau du ministère de la Sécurité et au niveau de la coalition, il y a une équipe qui travaille en amont et sur l'organisation des manifestations. Alors du moment où il y a de ces genres d'informations, on pouvait partager ça avec les organisateurs, et déjà au niveau du meeting on pouvait dissuader ceux qui seront tentés à poser de tels actes. Et une fois encore, c'est le Togo qui est mal présenté à l'extérieur comme à l'intérieur par rapport à ce qui s'est passé le samedi. Et le samedi déjà avec les barricades au niveau du boulevard général Iyadema, on déviait tous les manifestants. On bastonnait aussi. Oui, au niveau... sincèrement, on ne sait pas au juste ce qui s'est passé, parce que si vous prenez le cas du passage du convoi présidentiel
l'essentiel, on a pour habitude de mettre des dispositifs. Oui. Au moins, on aurait laissé le soin aux forces de l'ordre de jouer ce rôle-là, parce que vous savez que c'est toujours difficile, compliqué entre les forces armées et les civils. On aurait pu, je ne sais pas, il y a eu un problème, et du coup, il y a les miliciens aussi, parce que selon certaines informations, qui sont sortis le vendredi et le samedi là. Et vous voyez, on pourrait éviter toutes ces choses-là. Ça ne nous arrange pas, et vous voyez que l'opposition est en train de durcir davantage le ton par rapport à la tenue du dialogue. Mais on annonce également dans la foulée la venue du président ghanéen qui est mandaté par ses pairs comme médiateur dans cette crise-là dans les tout prochains jours en vue de l'ouverture du dialogue. Alors, les prochaines discussions au niveau de l'opposition, chacun s'y prépare finalement, mais avec les événements de ces derniers jours. Comment est-ce qu'on peut finalement expliquer que la manifestation qui était autorisée, des gens sont sortis, ils sont allés manifester, qui doivent retourner chez eux, qu'on puisse les empêcher presque de rentrer chez eux? Comment est-ce qu'on explique ça? Bon, je pense qu'il va falloir déplorer les violences. Comme on a toujours eu à le déplorer les violences et les écarts d'où qu'elles viennent. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'assister une nouvelle fois à des scènes de violence, à des courses-poursuites, à des tirs de gaz lacrymogène. Je pense qu'on a suffisamment évolué au niveau de la situation politique en parlant de dialogue, des tractations que nous avons eues dans la sous-région de part et d'autre pour faire économie de beaucoup de choses. Que ce soit au niveau des manifestants de l'opposition comme des forces de l'ordre, je pense qu'il doit y avoir de la retenue et il doit y avoir de la compréhension pour que les uns et les autres puissent d'une certaine manière aller à l'essentiel que constitue aujourd'hui le dialogue. C'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end, c'est des choses qu'il faut condamner, et en les condamnant aussi, il faut également appeler les uns et les autres à la mesure, parce que on est proche de ce que j'appelle un compromis politique, parce que là on va vers les discussions, et donc si on va vers des discussions, il y a un compromis, voilà. Donc on est proche d'un compromis politique, on n'a pas besoin d'assister encore une nouvelle fois à une escalade de la violence. Déjà, nous avons mal sur le plan économique, nous allons mal, le Togo va très mal économiquement parlant, des choses ne bougent plus comme avant. Déjà avant même la crise, les gens se plaignaient. Maintenant avec la crise, ça s'est empiré, où aujourd'hui au niveau du port, on vous dit que bon, les navires n'accostent plus, le plus grand vraquier du port qui est en Burkinabé, il est parti. Il ne part plus au Togo. Et il y a beaucoup de choses dans plein de secteurs. Le pays va mal, le pays est asphyxié économiquement. Bon, maintenant, par rapport à ça, est-ce qu'il va falloir une nouvelle fois assister à des escalades de violence? Je dis non. Il va falloir que de part et d'autre, on puisse véritablement accélérer les choses pour s'entendre sur l'essentiel, afin de pouvoir discuter, dialoguer et trouver un terrain d'entente sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui représentent aujourd'hui l'enjeu fondamental. Oui, mais qu'est-ce qui donne des ordres finalement au niveau des forces de sécurité? On a le sentiment par moment qu'il y a des ordres, et puis enfin, il y a des consignes, et puis il y a des contre-consignes qui font finalement qu'il y a un petit peu du désordre dans l'appareil sécuritaire. Les gens qui ont été bien encadrés, qui ont manifesté, qui retournent chez eux, pour certains qui détiendraient une certaine information selon laquelle certains manifestants se prépareraient à marcher sur la présidence, on les bloque, on les dévie. Les manifestants qui ne comprennent rien, qui persistent à passer par ces voies pour rentrer chez eux, et donc des grabuges. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à peu près, Michel? Non, je pense que ceux qui peuvent expliquer ça, c'est Yarka, le ministre. C'est peut-être ceux qui gèrent la sécurité et les responsables des manifestants, puisque c'est eux qui étaient sur les lieux. Les responsables des manifestants étaient sur les lieux, de même que les représentants du ministère de la Sécurité. C'est eux qui peuvent nous aider. C'est pourquoi moi, je ne comprends pas cette affaire, parce que je suis... En tout cas... nous sommes mal placés, puisque nous n'étions pas là-bas. Bon, c'est des faits qu'on rapporte, mais ce que moi j'aurais voulu, c'est que, comme à chaque fin de manifestation, le soir, le ministre de la Sécurité fait le bilan, mais il devait peut-être se prononcer par rapport à cet incident. Et depuis, il ne parle pas. Oui, non, par rapport à cet incident. Oui, bien sûr. On devait nous dire
qu'est-ce que les manifestants ont fait? Puisqu'ils sont allés manifester. Au retour, bon, pour des raisons de sécurité, pourquoi on les dévie? Mais si on nous explique les raisons pour lesquelles on les dit, mais on doit aussi les expliquer aux responsables pour qu'ils comprennent que pour telle raison, parce que la sécurité de l'État est un combat certain et qu'ils le font. Et donc, c'est à eux de fournir des explications. Si nous avons voulu dévier les gens, c'est parce que. Mais nous, on ne peut pas imaginer, je ne suis pas dans la tête des gens qui maintenaient la sécurité pour dire, mais on a voulu dévier les gens parce que ceci. Non, moi, je ne peux pas inventer quelque chose. Donc, c'est aux responsables. Le soir, le patron des flics ou bien, je ne sais pas, le commandant de la gendarmerie, ou c'est pas ceux qui gèrent la sécurité du pays, c'est à eux de nous dire à tel niveau, puisque j'ai écouté Mme Adjamabo Johnson qui disait que lorsque la situation s'est présentée, elle a dû appeler le ministre de l'administration territoriale et qui a dit qu'il va prendre des dispositions. Mais s'il a pris des dispositions, ça veut dire que le problème était réel. Mais le soir, qu'on explique aux Togolais puisque aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que le patron de l'ANC, chef de file de l'opposition, veut prendre sur prétexte sur ce qui s'est passé le samedi pour soi-disant refouler les discussions. Voilà. Puisque normalement, à partir du moment où nous sommes en train d'aller progressivement vers le début du dialogue, le climat, eux-mêmes disent que le gouvernement doit prendre des dispositions, qu'ils ont émis un certain nombre de réserves et qu'il faut quand même revoir avant le début du dialogue. Normalement, le climat doit être serein, on ne doit pas assister, puisque les gens sont déjà allés marcher. Mais au retour, pourquoi on les dévie? Mais qu'on explique, bon, si pour des raisons, si c'est fondé pour la sécurité de tout le monde, de tous, si c'est fondé, bon, si on ne dit rien, nous, on va dire quoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente. Quand je discute des faits que je maîtrise. Voilà. Alors, la situation aujourd'hui, pour beaucoup, inquiète. Chaque jour que Dieu fait, le sang continue de couler. Ce matin, on a appris le décès de ce militant du PNP, c'est comme ça qu'on l'a présenté, qui, avec son convoi, fait un accident samedi soir aussi, parce que justement, on déviait les gens vers Adéoui. Et là, il semble qu'il y a eu des milices qui aussi ont joué leur tour. Et l'accident est intervenu. Et ce matin, on a déploré sa mort. Oui, je pense que il faut présenter des condoléances à la famille éplorée. Et moi, c'est ce qui bloque en fait le dialogue. Parce que toute cette situation se passe parce que les choses ne vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire, ça traîne. Il y a des préalables de part et d'autre. Et d'abord, il faut reconnaître que des gens veulent qu'on libère d'abord, ou l'opposition veut qu'on libère d'abord certaines personnes, y compris l'imam de Sokodé et le secrétaire général du PNP, c'est des préalables. Bon, lui, il a été libéré, etc. Parce qu'il est souffrant. Parce qu'il est souffrant, oui, en fait, il est souffrant. Il est au CHU, dans un centre hospitalier, je ne donne pas le nom. Et bon, il va falloir aujourd'hui que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin afin d'aller à l'essentiel. Discuter pour trouver la juste mesure qu'il faut afin de faire l'économie de tout ce à quoi on assiste. Aujourd'hui, la destination Togo interdite pas beaucoup de personnes. Parce que la bataille au niveau de la communication internationale n'arrange pas le pouvoir. Vous voyez sur les chaînes internationales comment on présente le Togo. Mais nous sommes au Togo, on assiste aussi à cela. Mais si tu es à l'extérieur et que tu veux faire un voyage sur le Togo, non, toi-même tu dis, mais non, pour le moment... Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui ont un peu augmenté le prix. Au niveau des destinations Togo. Pour la police d'assurance. Pour police d'assurance. Donc, les gens, puisqu'on présente le Togo à l'extérieur comme un pays à risque. Voilà. Et donc, ça freine. En tout cas, les touristes qui ont envie de venir découvrir le Togo, les investisseurs. Mais nous perdons beaucoup de choses par rapport à ce que l'homme dit est très important. Donc, aujourd'hui, sur le plan communicationnel, le Togo n'a pas une bonne image. À l'international, vous voyez des gens tout le temps. La dernière fois, ce qui s'est passé encore à Adéoui, vous avez vu sur RFI, vous avez écouté beaucoup de choses. Mais si je suis à l'extérieur, je ne suis pas Togolais, je suis à l'extérieur et que je veux faire un déplacement ici, j'ai peur. Mais vous voyez, de vous à moi, aujourd'hui, on s'est levé, grâce à Dieu. On est venu dans ce studio pour causer, discuter tranquillement et repartir chez nous dans la paix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Donc tout ça, ça n'arrange pas l'économie du pays. Il va falloir qu'on puisse trouver le juste milieu. Pourquoi est-ce que l'opposition, le parti au pouvoir, ne s'entendent pas sur la question du médiateur?
Mais on le dit souvent. Est-ce que le médiateur pose problème aujourd'hui? Non, mais on a appris dans les coulisses que parce que les gens veulent que ce soit Condé, d'autres veulent que ce soit le président du Ghana. Mais c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a un débat là-dessus. Même au sein de la coalition des 14 de l'opposition, il y a un débat. Et les gens sont divisés. Mais des gens veulent que ce soit Condé, d'autres veulent que ce soit Nana Addo. Mais bon, finalement, je ne sais pas. Mais qui viennent les deux, non? Est-ce qu'on a un problème? Ils n'ont pas venu, ça ne gêne. L'essentiel, c'est qu'on trouve une solution. Oui, il faut trouver une solution à ce problème aujourd'hui pour que le Togo puisse définitivement sortir de l'impasse. Les législatives arrivent. Vous voyez que des gens sont sur le terrain déjà. Des députés qui font, bon, je sais pas quoi. Ils chauffent le terrain. Une cure de communication. On voit dans les journaux, ils disent non, que le député du peuple, tout ça. On voit que les gens sont sur le terrain. Vous voyez au niveau des partis politiques, des gens qui commencent à mettre en place des structures parce qu'ils veulent occuper le terrain. L'initiative, c'est juin 2018. Bon. On restera là. La CENI se prépare aussi. Je ne sais pas. On restera là. On va franchir 2017 bientôt. On va rentrer dans 2018. Les choses vont aller très vite parce que quand c'est en début d'année comme ça, on voit janvier passe, février passe et on sera en mars. Et là, on va commencer à parler de fichier électoral non sain. Oui. Pour dire que bon, ça va être aussi l'autre chose. La clé de répartition des sièges, Agoué qui est devenu une préfecture. On ne sait pas combien de sièges sera attribué à Agoué. Personne n'en parle pour le moment. On est concentré sur les marches. Bon, on avance. On va se rendre en juin. On va dire que bon, Agoué, là, on a dit que c'est 4 sièges. Mais vous avez combien de gens là-bas, de Togolais là-bas, pour attribuer 4 ou 3 sièges à Agoué? On proteste. On n'est pas d'accord. On va dire ça aussi. On va faire ce débat à part. Donc, je souhaite que les uns et les autres puissent s'entendre au moins sur le minimum qui est au Togo, la République. Et qu'on aille très vite. Très vite, oui, très vite. Oui, je crois que sur la question de ce qui s'est passé le samedi, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités parce que non seulement il est le chef suprême de l'armée, il est également le ministre de la Défense et il doit rappeler les uns et les autres à l'ordre. Mais on a comme l'impression que tout se fait à dessein parce que le pouvoir chercherait toujours à gagner du temps. On tombe bientôt dans 2018 et ça serait la folie des élections. Donc vous allez voir que il y a cette volonté là de bâcler les discussions. Mais on se demande si ce coup de force là sera accepté encore par le peuple parce que vous avez vu le samedi la démonstration dans la rue, la détermination des Togolais. Il faudrait qu'une fois pour de bon on puisse trouver une solution à cette situation là parce que mais cette démonstration, ça fait quand même plusieurs mois qu'on fait ça et tout le monde sait que et l'économie prend un coup. Aujourd'hui, a beaucoup de militants, des gens sortent dans la rue. Alors, comment est-ce qu'il faut quantifier tout ça? Parce qu'il va falloir avancer maintenant. Oui, tout ça là va peser dans les discussions. Tout ça là va peser dans les discussions parce que quand vous écoutez les leaders de l'opposition, ils vous disent que s'ils rentrent dans ces discussions là et que on veut les forcer à accepter ce qui n'est pas bon, ils reviendront au peuple. Donc, vous voyez que cette mobilisation-là va peser dans la balance. Le pouvoir doit comprendre qu'il est tenu de composer avec l'opposition pour la gouvernance de ce pays-là parce que tout cela n'arrange personne et on est dépassé par la situation actuelle. Les gens se plaignent de jour en jour parce que tout est bloqué. Notre situation même était bien avant la crise difficile. Et on rentre déjà dans le 4e mois depuis que cette crise-là a commencé. Si Faure Gnassingbé aime bien ce pays-là, je crois qu'il doit faire un geste. Pourquoi pas s'adresser à la nation, donner des instructions, puisque au congrès de son parti, il disait que la solution se trouve dans son camp. Donc, qui nous présente cette solution-là et puis on avance. Michel Teda. Non, je pense que l'heure est arrivée de mettre le Togo en avant. Parce que les calculs... Première ligne. Oui, les calculs politiciens, je pense que ça ne va pas servir l'intérêt du Togo. Il faut que ce soit l'opposition, le pouvoir. Nous avons dit ici que la situation économique, vous allez voir comment... Généralement, quand décembre pointe son nez, on voit l'ambiance, comment ça se passe. Moi, je fais le tour de Lomé tous les jours. Les Togolais n'ont pas... Bon, peut-être que... Aujourd'hui, c'est le 4 décembre. Oui, c'est pas encore grave. Ça ne va pas changer, Eric.
Vous savez, c'est comme ça. Ça dit que si vous êtes à Lomé il y a des années, vous allez comparer. Vous savez, décembre annonce beaucoup de choses. Ce mois vient avec de l'ambiance, avec même en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, avec une température même pour Lomé, le mois de décembre. Donc, cette situation fait que ça doit quand même attirer l'attention des acteurs politiques pour faire en sorte que, parce que plus ça dure, puisque la situation, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous l'avez dit, j'en veux déjà, mais les gens ont leur tête pour les législatives. Mais si on ne règle pas les pays, d'abord même au sortir de l'élection de 2015, si la classe politique togolaise se faisait confiance, je pense qu'on avait du temps pour faire les réformes. Ça n'a jamais été fait. Parce qu'il y a un climat de méfiance qui a gagné la classe politique depuis des années. Et ça, on ne sait quoi faire. Aujourd'hui, c'est de comprendre que, compte tenu des tâches qui attendent avant les législatives, il faudrait quand même régler ce problème de réforme une fois de bon, et pour permettre à toute la classe politique d'aller sur le terrain pour s'organiser pour les locales, les législatives et puis la présidentielle qui nous attend dans 3 ans. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas qu'est-ce que les facilitateurs attendent, hein. C'est à eux de nous presser maintenant. Parce qu'ils ont le sujet. Non, ils ont le sujet. Donc, c'est à eux de fixer une date et aller rapidement. De dire que, bon, nous, on voulait commencer. Bon, on va voir maintenant. Qui va refuser de mauvaise foi. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois. Alors, il y a aussi le sujet sur nos intellectuels. Très souvent, on n'en parle pas beaucoup, je veux dire. Mais depuis quelque temps, on en voit quelques-uns qui prennent la parole un petit peu libérée. Hein. Il y a les intellectuels, les universitaires, certains d'entre eux qui récemment ont organisé un colloque sur la Constitution, celle qui est mise sur le tapis. Beaucoup estiment également que c'est pour faire en réalité le procès de la Constitution. Bon, il y en a aussi qui partent de cet avis. Mais quand on écoute les leaders, les manifestations de la semaine passée, au niveau de la coalition, on l'a mis sous le sceau des intellectuels qui doivent prendre aussi la parole et se positionner au niveau du peuple. Comment est-ce que vous appréciez les intellectuels togolais qui, dans bien de domaines, ne prennent presque pas la parole? Oui, mais c'est à l'image du pays. Encore faut-il savoir si on a des intellectuels au Togo. On en a, oui, mais le rôle d'un intellectuel dans une société en crise, c'est quoi? C'est de pouvoir analyser la situation, présenter les forces et faiblesses de la situation, présenter des pistes de sortie de crise. Mais au Togo, quand il y a un problème, tout le monde rentre chez lui. Mais je ne veux pas que, bon, je vais dire quelque chose aujourd'hui, ça va se retourner contre moi demain. Mais aujourd'hui, on a dit dans ce pays qu'Edem Kodjo représente, quoi qu'on dise, une tête de ce pays. Mais il a créé son passe africain, là, je ne sais plus comment on l'appelle, mais il se prononce sur des sujets panafricains, des sujets qui se passent en dehors du Togo, mais il ne s'est jamais prononcé sur le Togo. Mais vous voulez que quelqu'un comme ça soit qualifié d'intellectuel par nous autres? Sur la question précise, aujourd'hui, il a fait ce service, il a dit qu'il est disponible pour jouer la médiation, par exemple. Bon, maintenant, depuis la crise n'a pas commencé le 19 août 2017. Là, il y a eu une succession d'événements avant le 19 août. Edem Kodjo n'a jamais pris un bic pour écrire, pour dire que voilà ce que je propose pour que le Togo, pour qu'il y ait dans les prochains jours. La question des réformes ne date pas du 19 août 2017. Mais Passe Africain a toujours dit l'Éthiopie, la Libye, non, le Congo, non, voilà, il est parti chez Kabila là-bas, on ne sait pas ce qu'il a foutu, les gens sont là et on dit non, on ne veut pas de toi, il faut barre-toi et tout ça. Mais finalement, on a fait un truc, on dit non, les gens disent non, c'est lui. Mais Edem Kodjo n'a jamais rien dit. Mais il a fallu qu'on atteigne le seuil des milices. Je pèse bien mes mots. Pour qu'il sorte un communiqué pour dire que non, pour se dédouaner, pour dire que bon, il faut s'asseoir, discuter, il se propose. Mais vous voulez que Edem Kodjo soit médiateur de ce pays? Moi, je vous dis, s'il se propose, si on le prend comme médiateur, des gens n'iront pas à la table de discussion. Vous voyez à Gouibo, par exemple, mais ça va créer notre problème. Les gens n'iront jamais s'asseoir. Donc, ça veut dire que la question des intellectuels dans ce pays est problématique. Est-ce qu'on en a réellement? On en a, oui, mais qu'est-ce qu'ils font? On a le sentiment que les intellectuels togolais prennent toujours position.
Au lieu d'être des éclaireurs. Oui, mais et puis bon, un intellectuel, en fait, le rôle d'un intellectuel dans la société, ce débat est intéressant dans la mesure où il va falloir qu'on puisse préciser réellement le rôle de l'intellectuel. Qui appelle-t-on intellectuel? On a des intellectuels dans notre pays. Oui, voilà, on a des intellectuels, mais est-ce qu'ils jouent leur rôle? C'est au rôle de l'intellectuel qu'on peut vraiment le désigner d'intellectuel pour dire que bon, toi, tu es un intellectuel. Un intellectuel qui est là, mais qui se prononce sur des sujets dans notre pays. Alors que chez lui, ça brûle. C'est pas un intellectuel. Michel. Il y a un savant français qui disait, du 18e siècle, qui disait que être intellectuel, c'est ne pas connaître Racine ou Théocrite. Mais tout homme dont une idée si élémentaire soit-elle engagée ordonne la vie. Il faut que ça soit clair. Moi, quand on parle intellectuel, sur le plan politique, je sais de quoi ils sont capables. Vous savez, les intellectuels le plus en politique, ils ont des difficultés. Ils pensent que ce qu'ils ont appris dans les temples là, c'est ça qu'il faut. Ils ont toujours raté. Sinon, vous voyez Thabo Mbeki, c'est la référence de l'intelligence, l'intellectuel pointu de l'Afrique du Sud. Il a été chassé par un ancien berger comme ça. Zuma qui est actuellement. Parce que les intellectuels, vous savez, le plus souvent en politique, ils sont. C'est pourquoi il est aisé pour eux, en tant qu'intellectuel, d'être au milieu et dire ici voilà ce qu'ils devaient faire, ici voilà ce qu'ils devaient faire. Mais ici, les intellectuels, par rapport à leur vente, ils ont. Oui, mais la plupart du temps aussi, c'est la presse qui leur tape dessus. Les gens expriment leur point de vue sur un sujet donné. On fait vite de les taxer de prendre position. Mais, oui, ils l'ont toujours fait. Un intellectuel n'a pas besoin d'une position, puisque son niveau lui permet de s'affranchir des officines politiques. Mais ici, vous voyez comment il se comporte. Et c'est ces derniers jours que certains commencent à faire. Mais en 2012, au fort temps où ça chauffait, vous avez vu quel intellectuel? Ils étaient là, tous ceux qui ont communiqué, tous ceux qui ont agité aujourd'hui, ces intellectuels là, ils étaient là à ce moment-là. Ils ont dit quoi? Rien. Non, ils ont dit quoi? Mais ils étaient. Vous ne tapez jamais. Non. Aujourd'hui, la tension se chauffait, ce n'est pas le moment. Le Togolais, dans la condition actuelle là, les intellectuels, je pense que ils sont en train de nous, en tout cas, de nous faire croire que bon, ils sont capables d'aider, mais la manière dont ils approchent le problème, moi, cette manière ne m'intéresse pas. Cette manière ne m'intéresse pas parce que l'intellectuel est là. Il n'a peur de personne. Au Togo, quand vous prenez un intellectuel, regardez lui très bien. Il a une couleur. L'intellectuel n'a pas besoin de couleur. Ce qui est difficile. Non, il y en a. Dans beaucoup de... L'intellectuel, il analyse et puis il aboutit à une conclusion. Et tout le monde s'arrache la conclusion. Et donc celui qui estime que cette conclusion ne l'arrange pas, le tasse d'être proche de l'autre. Est-ce que ce n'est pas toute la difficulté? Mais il faut, quand vous êtes intellectuel, vous devez faire un effort de dépasser ce piège-là. Vous voyez, pendant longtemps, Albert Tordjoro au Bénin, quand l'opposition, le pouvoir, font toujours recours à ce monsieur-là. Mais c'est parce que il était là. À un moment donné, on l'a pris comme médiateur. Oui, bien sûr. Parce que c'est un monsieur dense. Il n'a peur de personne. Un intellectuel, il n'a pas peur de si ça ne va pas ici, il va ailleurs, il va trouver à manger. Mais ici, bon, vous les voyez, ils sont là, bon, quand ça les arrange, bon, mais vous avez parlé tantôt d'Edem Kodjo. Tout le monde sait que Edem Kodjo, c'est un monsieur dense. Vous voyez, son carnet d'adresse est tellement plein que... Mais chez nous ici, il ne pourra rien. C'est son passé qui le rattrape. Il ne pourra rien. L'homme le disait. Edem Kodjo, moi, ce gars, il mourra un jour. Je dis, il mourra un jour. Je prie beaucoup pour lui, qu'il vive longtemps. Mais les Togolais ne l'ont pas utilisé à bon escient. Les Togolais n'ont pas soutiré à Edem Kodjo ce qu'il pouvait avoir pour que le pays puisse avancer. Tout simplement parce que, peut-être lui aussi, dans un moment donné de notre histoire, il a aussi perdu certaines plumes. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas... Il ne peut pas les retrouver. Oui, Thierry, alors, je crois que nous avons connu un passé difficile et il faut être un peu
tolérant à l'égard de ces intellectuels-là. Et vous voyez, malheureusement chez nous, quand il s'agit pour ces intellectuels-là de prendre la parole, ils l'orientent forcément dans un sens donné, ce qui fait que le côté ou la partie que ça n'arrange pas piétine leur déclaration ou leur réflexion. Et vous voyez que au niveau de nos intellectuels même, il y a la division. Ils ne s'entendent pas, parce que si vous prenez le dernier colloque organisé sur la Constitution, ils ne sont pas arrivés à la même conclusion. Or, si c'est que les travaux de ce colloque-là ont accouché d'une conclusion acceptée par les uns les autres, dans ce cas-là, ils pourront peser dans la balance pour que leur réflexion soit prise en compte dans la sortie de crise. Mais ce n'est pas le cas chez nous, et cela profite malheureusement aux politiques qui les exploitent ou les exploitent comme ils veulent, et c'est le pays qui en pâtit. Monsieur, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Thierry Afanokwe est l'administrateur du site Gapola Ponateloma qui se la Nouvelle Tribune, et mon cher ami Michel Tchadia, le patron du journal Ouara la Vainqueur. On se calme. Non, ils vous ont promis que jeudi prochain vous aurez de leurs nouvelles. Nouvelle Tribune de Ouara la Vainqueur. Monsieur, merci beaucoup. Merci à Adja Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Erigator. À très bientôt. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.